Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Ce mois-ci, je reçois Marie-Claire Barbier, vice-présidente en charge des collèges de Savoie et conseillère départementale du canton du Budget savoyard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va commencer tout de suite avec un reportage d'Olivia Boisson pour parler jeunesse. 30% des Savoyards tout de même ont moins de 25 ans. Plus de 200 d'entre eux étaient il y a quelques jours au manège de Chambéry à l'occasion des 20 ans de la politique jeunesse du département. On regarde le reportage et on en discute juste après. Donc qui a été témoin ou qui a par exemple vécu ces choses-là et qui n'a pas pu agir? Une personne? Aujourd'hui, des lycéens parlent discrimination. Et ce, grâce à cet atelier. L'occasion de partager leurs expériences, toutes sont différentes, mais ont plusieurs points communs. Ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'on peut le voir sur le tableau qui est un petit peu derrière, c'est la discrimination notamment par rapport à l'origine et puis par rapport aussi au physique. Donc après j'ai eu des groupes qui sont plutôt jeunes, donc un groupe de 13-15 ans et un groupe un petit peu plus âgé. Donc je pense que c'est lié aussi aux réalités qu'on vit à ces âges-là. Une réalité entendue par le conseil départemental de la Savoie. Les élus essayent de trouver des solutions en apprenant à mieux comprendre les attentes de ces jeunes citoyens. Ici, on parle voyage ou de son quotidien à l'ère du connecté. Les adultes ont une pensée d'adulte et les jeunes ont une pensée de jeunes. C'est des pensées différentes et je pense qu'on devrait écouter les deux. Je pense qu'il y a certains jeunes qui sont déjà très investis, qui regardent et je pense qu'on devrait les écouter. Les jeunes savoyards veulent donc s'exprimer. Ils sont près de 125 000 à avoir moins de 25 ans. On n'a pas forcément les mêmes déclinaisons de la politique jeunesse selon où l'on se trouve dans le département, en milieu urbain, en milieu montagnard, en Combe de Savoie ou ailleurs. Modestement, j'ai envie de dire que nous ne prenons pas suffisamment le temps de les écouter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les retrouver dans l'instance qui est le Conseil départemental jeune, mais j'aimerais que nous ayons encore plus de temps pour être parfois un peu plus encore portés par leur énergie positive. Cette énergie positive sera mise à profit dans les prochains mois. Les avis de ces 200 jeunes seront étudiés et pris en compte. Une façon de préparer le monde de demain. Alors Marie-Claire Barbier, on l'a entendu, un jeune dit les adultes ont des pensées d'adultes, les jeunes ont des pensées de jeunes. L'idée de la politique jeunesse du département depuis 20 ans, c'est de rapprocher ces deux pensées. Oui, alors comme l'a très bien dit d'ailleurs Christiane Brunet, qui fait un travail formidable aux côtés des services jeunesse du département, le souhait du département, c'est d'écouter les jeunes, d'écouter cette population qui n'est pas toujours facile à attraper. On connaît un petit peu les ados, mais c'est vrai que le département, avec sa compétence à travers la gestion des collèges, connaît ce public, particulièrement des 11-15 ans, et ça fait très très longtemps, nos prédécesseurs avaient déjà engagé une politique volontariste en direction de la jeunesse à travers la création du Conseil départemental jeune. Le département de la Savoie était le premier à créer un CDJ et donc à travers tous les contacts que l'on a aujourd'hui avec nos partenaires des territoires qui gravitent autour de tout ce qui concerne la jeunesse. Alors quand on dit politique volontariste, c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence obligatoire, mais c'est important que le département soit impliqué dans le quotidien de ces jeunes-là. Au-delà des collèges, qui est évidemment une partie déjà assez importante. Tout à fait. Je pense que c'est la politique volontariste la plus importante que le département a su porter, mener à travers l'ensemble des actions qu'il peut mener en direction de la jeunesse. Quel type d'action, par exemple ? Alors, d'abord, un lien étroit à travers les contrats territoriaux de jeunesse. On en a 32, 33 aujourd'hui sur l'ensemble des territoires, ce qui nous permet d'ouvrir à nos jeunes tout ce qui concerne le monde, la culture, la prévention également. Donc un certain nombre d'actions que l'on mène avec d'autres associations. Je pense aux missions locales jeunes, par exemple. Et nous avons aussi donc les contacts à travers le conseil départemental jeunes. Nous avons un ensemble également d'actions autour de la culture, puisque c'est un sujet
sujet extrêmement important pour le département. Je crois qu'en fait, cette politique en direction des jeunes est une politique extrêmement transversale que l'on retrouve dans toutes les thématiques, qu'elles soient obligatoires, des compétences obligatoires ou optionnelles du département. Alors on va changer de sujet avec une fin de chantier qui était attendue par les Savoyards. Après 7 mois de fermeture pour travaux, le tunnel du Chat a rouvert le samedi 18 novembre dans la matinée. L'ouvrage relie le bassin chambérien à l'avant-pays savoyard depuis les années 30. Il avait besoin d'un petit coup de jeune, ce tunnel. Une inauguration a eu lieu il y a quelques jours, une inauguration organisée par le conseil départemental de Savoie qui est propriétaire du tunnel. On regarde le reportage de Jean-Paul Crespi. De l'ombre à la lumière, le tunnel du Chat retrouve une jeunesse longtemps attendue. Long de 1500 mètres, propriété du département de la Savoie depuis 2006, le chantier de sa rénovation et de sa mise aux normes, engagé en 2015 avec le percement de la galerie de sécurité parallèle à l'ouvrage, est terminé. Un investissement conséquent pour offrir aux usagers des conditions de circulation optimales. Ce tunnel a été creusé en 1932 par l'entreprise Bory qui est devenu, je dirais, groupe Eiffage. Et donc c'est une grande satisfaction de pouvoir faire la galerie de sécurité, une galerie de sécurité qui est dans le cadre de la circulaire Mont-Blanc, donc pouvoir assurer la sécurité en cas, je dirais, d'incident dans le tunnel existant. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le conseil départemental a décidé également de rénover le tunnel existant pour un meilleur confort des usagers et puis, je dirais, une meilleure qualité de circulation. Afin de préserver les communes traversées par la RD 1504, le tunnel est équipé d'un système de contrôle automatisé de lecture des plaques minéralogiques. Le tunnel rénové a ainsi renforcé sa sécurité et s'est doté de multiples outils de mesure et d'expertise. 14 niches de sécurité sont également accessibles. Pour le département, c'était un souci d'abord pour la sécurité des automobilistes et des citoyens, et puis c'était aussi un souci budgétaire puisque ces 57 millions représentent en gros une année de budget routier, donc c'est dur à avaler, mais c'est fait, c'est bien fait et nous sommes très satisfaits du résultat. Mis en service en 1932, le tunnel du Chat est l'un des plus importants chantiers conduits ces dernières années par le département de la Savoie. Autre innovation, pour ceux qui souhaitent rejoindre Bourdeau à Saint-Jean-de-Chevelu, la galerie de sécurité est dimensionnée pour être accessible aux piétons et aux vélos. On vient de l'entendre, 57 millions d'euros, un chantier assez colossal, mais indispensable. Indispensable, obligatoire, puisque le tunnel du Chat faisait partie de ces tunnels pour lesquels les normes de sécurité devaient être mises à niveau. 10 ans de réflexion, d'études, de chantier pour arriver à un résultat qui est juste ce qu'il fallait pour tout le monde. Le choix de creuser en fait un tunnel de sécurité et de garder le tunnel principal en double voie, également, et je tiens à le rappeler, pour éviter de retrouver une circulation de poids lourds trop importante sur cet axe. Très clairement, tel qu'il est configuré aujourd'hui, il n'est pas envisageable de remettre des poids lourds dans le tunnel. Donc, seuls les poids lourds venant des anciens cantons de Yenne et de Chautagne ou se rendant sur ces anciens cantons, je dirais à peu près une vingtaine de communes concernées, pourront traverser dans le tunnel. Et c'est un sujet extrêmement important sur lequel le département sera extrêmement vigilant puisque des radars des caméras ont été installées afin d'avoir une lecture en temps réel par les autorités qui peuvent le faire, la gendarmerie notamment, une lecture en temps réel des plaques d'immatriculation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contrevenant à cette règle qui a été décidée au moment de la mise en œuvre du chantier et qui sera respectée. Croyez-moi, le vice-président Auguste Picolet, chargé des routes, tient particulièrement à cette parole qui a été donnée. En ma qualité de conseillère départementale du canton du Bugey-Savoyard, je peux vous dire que l'ensemble des habitants de ce canton du Bugey-Savoyard attendaient avec beaucoup d'impatience la réouverture du tunnel.
Vous avez parlé des camions, on va parler du dispositif pollution qui a été présenté il y a quelques semaines par les services de l'État en Savoie. Ce dispositif englobe la problématique du trafic routier, mais pas seulement. Et plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la lutte contre la pollution. On regarde le reportage de Kimberley Trivio. Une meilleure communication entre les départements des deux Savoies et l'Italie. Et une réactivité plus efficace, voici quelques-unes des améliorations apportées par la révision de ces dispositifs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est que, en fait, on se propose de réagir un peu plus vite, puisque jusqu'ici, on prenait des arrêtés restrictifs de certaines activités au bout de 4 jours de pollution ou de prévision de pollution. Donc ça pouvait dire qu'on pouvait le prendre avant le 4e jour. Dorénavant, ce sera 2 jours. Des dispositifs connus par la plupart des habitants, diminution de la vitesse, réduction du chauffage de 1 ou 2 degrés, ou plus récemment la circulation différenciée mise en place avec les vignettes critères. On parle de la circulation parce que c'est ce qui est visible et c'est ce qui concerne l'ensemble de la population. On parle moins du chauffage alors que ça aussi, ça concerne l'ensemble de la population. Les activités professionnelles aussi peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'air et peuvent se voir réglementées lorsqu'on entre dans une phase de pollution à certains agents. Plusieurs études ont révélé 3 types de pollution. Celle créée en partie par les moteurs de véhicules et le chauffage domestique. Les pratiques industrielles sont aussi dans le collimateur, tout comme les pollutions estivales. Les conséquences de l'exposition à ces agents sont quand même, d'après ce que disent les spécialistes, les médecins spécialistes, les pneumologues, quand même assez limitées. Mais c'est l'exposition dans la durée qui serait dommageable. Alors même si le risque est limité, il est quand même du devoir des pouvoirs publics de le limiter encore plus. Avec ces nouveaux dispositifs, preuve en est que la pollution est une affaire de santé publique. Quel peut être le rôle du département dans cette lutte contre la pollution ? Alors, je pense que la question de la pollution de l'air, la qualité de l'air, elle concerne tout le monde, que ce soit les responsables politiques ou les habitants et usagers des territoires. Le département, bien sûr, prend part à cette question à travers son plan climat. Donc en interne, un gros travail avec l'ensemble des collaborateurs pour limiter l'impact de nos déplacements, notamment. Comme toute entreprise aujourd'hui se doit de mettre en place un plan de déplacement. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Nous développons le télétravail, qui est aussi un autre exemple. Et puis, vous savez, avec l'ensemble des immeubles dont est propriétaire le département, que ce soit pour ses propres services ou pour les 37 collèges que nous gérons en Savoie, on a aussi un gros travail de mise aux normes thermiques de bâtiments qui ont été construits dans les années 70 et qui, pour certains d'entre eux, sont de véritables passoires. Il faut montrer l'exemple ? Exactement, il faut montrer l'exemple. Nous avons un plan pluriannuel d'investissement sur lequel je souhaite qu'on mette un coup d'accélérateur, notamment pour aller plus vite sur la restructuration thermique de certains de ces bâtiments. Eh ben, merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle page d'actualité de notre territoire. D'ici là, passez une très belle journée, une très belle soirée, à bientôt.